aujourd'hui. Merci Pierre à toi aussi et merci Bettina Laville. Merci Pablo, merci Bettina et bonjour à tous les étudiantes ou bonsoir à tous les étudiantes et les étudiants que je salue parce que être en première année d'université en 2020-2021, c'est pas ce qui est plus facile. Voilà, donc je voulais vous apporter ce soutien, même si je sais à quel point la direction de l'Institut fait en sorte que les choses se passent le mieux possible dans un contexte de crise sanitaire qui nous est imposé. Alors, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir l'une des personnes à la fois les plus engagées et les plus compétentes sur les sujets climatiques, mais plus globalement d'ailleurs sur les sujets de développement durable. Tout son passé et son présent d'ailleurs en témoignent, puisque Bettina Laville, comme l'a dit Pablo, a servi deux premiers ministres, Pierre Bérégovoy en 1991, puis Lionel Jospin de 1997 à 2001. Elle a été la conseillère aussi environnementale du président de la République, après avoir été la coordinatrice de la représentation française lors du sommet de Rio, sommet qu'on explique souvent comme étant peut-être le point de départ de la diplomatie climatique, même si sans doute Bettina nous expliquera tout à l'heure que les choses se sont passées longtemps avant, elles ont commencé avant Rio et elles ne se sont pas finies non plus, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, par la COP 21 en 2015 à Paris, que le sujet est beaucoup plus long et beaucoup complexe que ça. Bettina Laville a été aussi la directrice de cabinet de la ministre de l'Environnement, puisqu'on ne disait pas de l'écologie à l'époque, hein, qui était Brice Lalonde, et elle est une conseillère d'État honoraire, donc ça veut dire qu'elle est ça veut dire qu'elle a pris sa retraite, pour être très clair. Elle préside aujourd'hui le comité 21 sur lequel elle reviendra, qui est donc la plateforme multi-acteurs des différents acteurs engagés en matière de développement durable, et j'ai le plaisir et l'honneur de faire partie et de son conseil d'administration et de son bureau. Le comité 21 qu'elle a créé après le sommet de Rio, avec Simone Veil et Huguette Bouchardot, qui est une ancienne ministre de l'Environnement, mais nous expliquera ça tout à l'heure. Je voudrais dire aussi qu'elle est ancienne étudiante de Sciences Po Paris, elle est même lauréate de Sciences Po Paris, Bettina, où elle a enseigné aussi pendant une dizaine d'années. Elle est ancienne élève de l'ENA et docteur en lettres. Elle est aussi au conseil d'administration du CNRS, et c'est d'ailleurs souvent avec le CNRS qu'elle a assuré de nombreuses publications, dont deux sur les questions climatiques, une sur les réponses au changement climatique, l'une plus orientée sur les questions de l'adaptation au changement climatique. En fait, Bettina fait partie d'une génération qui est aussi la mienne, sauf que j'ai été un acteur bien moins engagé qu'elle, qui ont largement contribué à mettre sur la table la question climatique dans un contexte que vous, étudiants, vous n'imaginez pas, mais qui était quand même l'incrédibilité totale de l'opinion, et de ce fait, la faible mobilisation et des citoyens et des pouvoirs publics autour des sujets climatiques. Et la stratégie de ceux qui ont été ces précurseurs, dont fait partie Bettina, était de s'appuyer en fait sur un triptyque. C'est d'abord s'appuyer sur la connaissance scientifique et faire en sorte, et on viendra bien évidemment sur le rôle du GIEC, que les scientifiques jouent un rôle d'alerte par rapport à la réalité de la situation, comme je l'ai dit, dans un contexte d'incrédulité totale. Deuxièmement, de rechercher un accord international parce qu'il ne pouvait pas y avoir de réponse au climat qui se rentre dans des frontières nationales parce que c'était un problème global, il fallait une réponse mondiale. Et enfin, un appel à l'ensemble des acteurs, et pas seulement les États, mais aussi non étatiques, les collectivités locales, les entreprises, les citoyens, à prendre leur part quelque part de responsabilité et à mener des politiques pour faire en sorte que puisse émerger une société bas carbone. Alors, ce soir, la conférence de Bettina, je la mets aussi dans un contexte très particulier qui est le combat d'une partie de la jeunesse, je dis bien d'une partie parce que je ne crois pas que ce soit la totalité, mais une partie de la jeunesse qui a fait du climat un de ses combats majeurs, et on le retrouve à travers notre affaire à tous, Extinction Rebellion ou le réveil écologique, qui de plus en plus d'ailleurs sont dans des logiques judiciaires, c'est-à-dire de procès contre les entreprises et les États, non-respect de l'engagement climatique. Et donc, on a l'impression qu'il y a une sorte d'accélération des choses, comme si le temps long qui fut le temps de la persuasion du problème climatique, de la prise en charge du climat, se heurtait aujourd'hui au temps court qui est celui de l'urgence climatique, qui nécessiterait plus de radicalité,
pour interpeller les différents acteurs à prendre leurs responsabilités pour faire en sorte qu'on ne soit pas face à une catastrophe climatique. C'est beaucoup autour de ce thème-là que je voudrais aussi que Bettina intervienne sur l'histoire de la diplomatie climatique, mais la place aujourd'hui de la diplomatie climatique et son rôle par rapport au mouvement de plus en plus revendicatif des générations d'aujourd'hui pour faire en sorte qu'on n'inverse pas une planète qui soit complètement obsolète. Je laisse la parole à Bettina et bonne conférence. Je vous propose bien évidemment que si vous avez des questions à poser, vous les posez sur le chat et je vérifierai que Bettina puisse répondre aux différentes interventions ou questions que vous aurez soulevées à l'intérieur du chat. Bettina, c'est à toi. C'est juste un petit mot, si vous pouvez couper vos micros. Voir qu'on ait l'interférence, il y a quelques participants. Il y a quelques travaux de bricolage encore là qui sont. Voilà. Merci pour avoir coupé les micros. Bettina Laville. Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, bonjour à tous. Merci de ces introductions tout à fait aimables, trop aimables, et j'ai intérêt à assurer avec une telle présentation. Je voulais vous dire mon regret de ne pas être dans l'amphithéâtre avec vous, mais c'est vrai que les dernières mesures ont fait que j'ai dû rester où j'étais lorsqu'elles sont tombées, donc c'était trop difficile de venir à Rennes. Et puis, je voulais vous dire aussi que j'ai énormément de plaisir, de nostalgie, d'émotion à intervenir devant les étudiants de Sciences Po. Moi, Sciences Po a été la meilleure partie de mes études et donc j'en garde un souvenir tout à fait vif. Et je vous souhaite d'être aussi heureux que moi, malgré cette année difficile, dans ces maisons maintenant dans sciences politiques qui vraiment visent, je crois, de plus en plus non seulement l'excellence, mais l'ouverture à tous les sujets contemporains. Et je voulais dire ça d'autant plus que la maison est malheureusement, les maisons sont malheureusement secouées en ce moment, mais il faut avant tout réfléchir à cette extraordinaire chance qu'on a d'appartenir à cette maison et d'apprendre dans cette maison. Alors, je suis aussi très heureuse parce que vous me donnez l'occasion de parler du sujet qui, vous l'avez compris, a occupé ma vie, d'ailleurs tout à fait par hasard au départ, parce que je suis effectivement plutôt Sciences Po Lettres au départ, et puis il se trouve que j'ai croisé une ou deux personnes qui s'occupaient d'environnement, en particulier d'ailleurs en Charente-Maritime, et je me suis passionnée pour ce sujet, si bien que j'ai souvent coutume de dire que j'ai eu la chance d'avoir des postes effectivement au moment de la conférence de Rio à très haut niveau, tout simplement parce que j'étais à la fois la personne qui savait ce que c'était la différence entre un décret et une loi, et puis qui savait aussi ce que c'était que l'effet de serre. Et à cette époque-là, les politiques, effectivement, le savaient. Merci de couper les micros, s'il vous plaît. Je crois qu'il y en a encore qui sont ouverts. Là, on entend les conversations. Voilà, je crois que c'est fait. Alors, le sujet qui m'a été proposé, je l'ai accepté avec grand plaisir, c'est donc la diplomatie climatique. Alors d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que finalement, ce terme qui peut vous paraître tout à fait usuel, dans lequel votre génération baigne après l'accord de Paris, etc., est un terme qui, nous, notre génération, était non pas une thématique, mais une aspiration. Je me suis beaucoup battue, par exemple, auprès de François Mitterrand, puis auprès du Premier ministre, pour que soit créé un ambassadeur chargé de l'environnement, puis un ambassadeur chargé du climat, qui n'existait pas auparavant. Donc ça, si vous voulez, c'est une première chose. C'est un thème qui est tout à fait, comment dirais-je, qui est un thème nouveau, en fait, la diplomatie climatique, tandis que, et ça, je vais m'y arrêter un instant, la diplomatie, le fait d'être ambassadeur, d'être émissaire, etc., remonte dans la nuit des temps. Déjà, je veux dire, il faut souligner que la diplomatie vient de la forme neutre de l'adjectif diplos, hein, et que diplos signifie double. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Antiquité, un diplomate était quelqu'un qui était un peu espion, c'est-à-dire qui était proche de la nation
comment dirais-je, où il siégeait, où il habitait, où il avait une mission, mais enfin, évidemment, avec la double mission de représenter le pays qu'il avait envoyé. C'est toujours d'ailleurs le cas, puisque l'ambassadeur est proche du gouvernement du pays et c'est son métier où il est nommé, mais en même temps, évidemment, il suit les instructions du pays qui l'a nommé. Donc, c'est en fait un très, très vieux métier, la diplomatie, mais la diplomatie climatique est un très jeune métier. Et ce que je voudrais souligner, c'est que, en fait, c'est la seule diplomatie si jeune finalement. De tous les temps, la diplomatie, ça a consisté à éviter la guerre et préparer la paix, ou bien faire en sorte que préparer la paix, la consolider, évite des guerres. Voilà. Mais aujourd'hui, les nouvelles diplomaties, comme avant tout la diplomatie climatique ou la diplomatie en matière de développement durable, maintenant la diplomatie numérique, qui est aussi une autre direction de la diplomatie, eh bien, on voit bien la manière dont notre époque est tout à fait innovante et secouée d'un certain nombre de tendances qu'on ne voyait pas du tout avant, c'est une nouvelle diplomatie. Alors, deuxième élément important, tout ce qui est monde de la diplomatie primait par l'écrit. Vous étiez nommé par des lettres d'accréditation, on l'est toujours d'ailleurs, on doit aller montrer lorsqu'on est nommé ambassadeur sa lettre d'accréditation. Les échanges diplomatiques se faisaient par des lettres et d'autre part, on représentait son souverain, on l'informait, on négociait en son nom et on lui rendait compte par écrit et cet art de la paix était écrit. Ça a beaucoup changé en fait, aujourd'hui. Je crois que le grand tournant, c'est la conférence de Johannesburg, en 2012, qui n'était pas d'ailleurs une conférence sur le climat, mais sur le développement durable en général, où en fait, l'ONU a, installé un système absolument, gigantesque de ce que j'ai appelé moi un jour dans un article un chat mondial en fait. Et en fait, les citoyens pouvaient se brancher dans des conversations avec les délégués ou de chaque ou pays par pays ou bien par thématique pour donner leur opinion. Ça a été un tournant absolument extraordinaire et c'est l'introduction, si j'ose dire, de la hem, de l'oral ou finalement peut-être le retour à la voix orale, au canal oral, dans un monde aussi fermé que celui de la diplomatie, ne parlons évidemment pas des tweets de l'ancien président des États-Unis qui peut-être ne vont pas inaugurer une ère, parce que je crois que ça n'a pas plu à tout le monde, en tout cas manifestement pas à son peuple complètement en tout cas, mais qui a évidemment fait un tournant. Ensuite, à travers l'histoire, on trouve une diplomatie médiatrice et Robespierre, en 1790, disait que le diplomate était avant tout un médiateur. Ça change un petit peu, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait d'être, de défendre les opinions de son pays, mais également de faire une médiation entre son pays, et les autres pays. Donc aujourd'hui, en fait, la diplomatie, c'est l'ensemble des activités de représentation, d'échange et de négociation politique menées au nom d'un pouvoir auprès d'autres pouvoirs. Et puis, il y a toute l'école anglaise qui est extrêmement importante, l'école anglaise des relations internationales, qui en fait rend le diplomate acteur de ce qu'on appelle la société internationale, de ce qu'on a appelé très longtemps, même si aujourd'hui le morcellement du monde fait qu'on l'appelle moins de cette sorte, la communauté internationale. Quand vous écoutez Hubert Védrine, il vous dira que la communauté internationale n'existe pas, mais ça a été un terme qu'on a employé évidemment pendant très longtemps. Et c'est un terme sur lequel dont il faut peut-être d'ailleurs regretter en fait l'usage, parce que le fait qu'il n'y ait plus de communauté internationale, laquelle a été quand même
beaucoup disrupté, si j'ose dire, pour employer un mot à la mode par Donald Trump, eh bien, est évidemment quelque chose que, en tout cas, moi, je regrette. Alors, deuxième élément de la diplomatie s'exerce dans un cadre westphalien. Alors, qu'est-ce que c'est le cadre westphalien? C'est les traités de Westphalie qui, au XVIIe siècle, font de l'État la forme privilégiée d'organisation politique des sociétés et en fait, qui est la base du système interétatique. Donc, on négocie entre États. Avant, il y avait des émissaires entre les villes, entre les provinces, mais étant donné que le traité de Westphalie, c'est vraiment la consécration des États, eh bien, les ambassadeurs sont au niveau des États. Donc, vous avez deux souverainetés, une souveraineté externe et une souveraineté interne. Et vous avez aussi, dans ce cadre westphalien, une sorte d'équilibre des puissances, en fait, puisque aucun État ne peut disposer des forces qui lui permettent de s'imposer à l'ensemble des autres États. Et quand il essaye de s'imposer, c'est sanctionné tout simplement ou par la guerre, ou par un accord qui évite la guerre, ou par un accord qui évite temporairement la guerre. Donc en fait, si vous voulez, le cadre westphalien, c'est vraiment un cadre qui est fait pour que les puissances soient à peu près à égalité devant le fléau majeur, c'est-à-dire la guerre, ou devant l'aspiration majeure qui est la paix. Aujourd'hui, nous fonctionnons évidemment comme ça et l'ONU est totalement héritière de ce cadre westphalien puisque l'ONU, chaque pays a une voix, comme vous savez, c'est extrêmement important et il n'y a pas un État à l'Assemblée générale. Le Bénin pèse exactement autant que la Chine. Alors, c'est évidemment un peu plus compliqué que ça sur l'équilibre des puissances, mais au niveau des votes de l'Assemblée générale, c'est cela. Et d'ailleurs, évidemment, l'ensemble des pays y tient beaucoup. N'empêche qu'aujourd'hui, ces souverainetés nationales sont mises à mal. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une porosité générale des États, de la société civile, des gouvernements des grandes villes, des grands mouvements comme les mouvements de la jeunesse, comme les mouvements des agriculteurs, comme les grands industriels, etc. Et que donc vous avez à l'ONU, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les groupes majeurs d'ailleurs, puis aujourd'hui par l'intermédiaire dans l'accord de Paris, je vous en parlerai, de la montée de l'ensemble des puissances de la société civile, eh bien, vous avez le fait que peu à peu, on se rend compte que les États, c'est une entité parmi d'autres. Et la deuxième chose en diplomatie climatique, et ça c'est tout à fait important, c'est que pour éviter la guerre ou la paix, eh bien, on peut très bien négocier entre États. Pour éviter la pandémie, quand on dit nous sommes en guerre devant la pandémie, ou bien pour éviter le réchauffement climatique, eh bien, il faut discuter avec tout simplement la nature. Et la nature s'est assise au banc de l'ONU et s'est assise avec les États. Le seul problème, c'est, et ça donnera lieu à énormément de questions, comment on représente la nature? Comment on représente la biodiversité? Comment on représente le changement climatique? Le climat ne signe pas un traité avec les États. La biodiversité non plus. Ils ont leurs lois biophysiques, qui sont des lois tout à fait autonomes. Et donc, forcément, le cadre westphalien éclate dans la diplomatie climatique, en particulier dont nous parlons aujourd'hui, tout simplement parce qu'il manque la signature de la nature. Autrement dit, nous décidons, on le verra tout à l'heure, mais vous le savez évidemment déjà parce que vous êtes avertis et engagés, nous décidons que nous essaierons de ne pas dépasser 1,5 degré ou 2 degrés de plus par rapport à 1990 qu'au XXIe siècle. Et nous allons faire tous nos efforts pour ça. Mais qui vous dit que la nature ne va pas avoir ses fantaisies? Qui vous dit que, par exemple, puisqu'on en parle beaucoup depuis un mois, en fait depuis beaucoup plus longtemps, le Gulf Stream est tellement perturbé par les changements en ce moment qu'il va se passer des choses qui rendent ce 2 degrés extrêmement difficile.
qui vous dit que brusquement les émissions de méthane en Sibérie ne vont pas changer les choses, etc., etc. Donc en fait, autant la puissance des États est forcément incertaine, on sait bien que la signature des États, en principe, honorer sa signature pour un État, c'est la normalité dans le cadre de l'ONU. Et puis tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle des renversements d'alliances. On l'a vu évidemment de manière absolument extraordinaire avec, par exemple, au XXe siècle, le pacte germano-soviétique, etc. Mais l'alliance avec la nature est quelque chose de beaucoup plus incertain. Et en fait, c'est un face-à-face des hommes avec la puissance qui, en même temps, les nourrit, qui les supporte, qui les accueille, mais qui a ses propres lois que nous avons un petit peu malmenées. Donc, je donne en introduction ce premier cadre, si vous voulez, parce que j'adore, moi, l'expression que vous m'avez proposée, c'est diplomatie climatique, mais je crois qu'il faut immédiatement voir que la diplomatie climatique, ce n'est pas simplement la rencontre des ambassadeurs chargés du climat, puisqu'il y en a maintenant à peu près partout, ou bien des chefs d'État qui, ce jour-là, s'occupent du climat. C'est une diplomatie qui va beaucoup plus loin, en fait, au niveau des acteurs et qui, bien entendu, euh, va très au-delà des États. Alors, quel est l'âge de cette diplomatie? Alors, elle a 50 ans d'âge, ai-je dit. Et ça, c'est quelque chose que je martèle beaucoup auprès de vous, jeunes générations, parce que j'ai des étudiants moi-même, et très souvent, j'ai l'impression que pour eux, même s'ils sont très cultivés en matière climatique, eh bien finalement, la diplomatie climatique, ça commence en 2015, l'accord de Paris. Alors, ils sont conscients qu'il s'est passé des choses au début du siècle, mais ils ne voient pas du tout l'enchaînement. Et je voudrais ici donner quelques dates parce que ça me paraît tout à fait important, en ce sens que la préoccupation de la nature qui a donné lieu aujourd'hui aux soucis climatiques, aux soucis au double sens du terme. Souci, parce que nous sommes soucieux, souci, parce que c'est une préoccupation. Eh bien, ça remonte de très loin. Je vais citer quelques dates pendant la Révolution. Le décret de la Convention, par exemple, qui crée le Muséum d'histoire naturelle, a des propos tout à fait extraordinaires, en ce sens qu'il faut protéger la nature et donc faire en sorte qu'elle soit, si vous voulez, protégée dans un cadre muséal, etc. Ensuite, vous avez, par exemple, Moi, du coup, je suis sans lunettes, mais ça fait, enfin, genre, ça fait mal aux yeux, quoi. C'est pas... alors, il y a quelqu'un qui est sans lunettes et à qui ça fait mal aux yeux. Je suis vraiment désolée. Alors, pardon, je suis malicieuse. En 1861, par exemple, John Tyndall identifie les responsables de l'effet de serre, c'est-à-dire la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. Et donc, je vous donne cette date tout simplement parce que la diplomatie climatique est une diplomatie qui est fondée sur la puissance des États, mais sur la science. Et ça, c'est tout à fait important. Ensuite, vous avez des dates très importantes pour l'Asie. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros là parce que c'est pas possible. Merci. Vous avez des dates très importantes comme en 1961, la création du WWF. Après la création en 1948 de l'Union internationale de conservation de la nature. C'est tout à fait important parce que tant le WWF que l'UICN seront les fondateurs de la Convention biodiversité, qui est une convention dont je ne parlerai pas aujourd'hui puisqu'on ne s'occupe que du climat, mais qui est la seconde grande convention de Rio. Dans toutes les années également, 1970, 1980, 1985 à peu près, j'y reviendrai, vous avez une prise de conscience des problèmes climatiques aux États-Unis qui sont tout à fait importants
qui ont failli déboucher sur une première convention. Il y a toutes sortes de livres qui sont parus là-dessus. Et il faut bien dire que si nous avions eu, comment dirais-je, un autre président que le président Nixon, pour ne pas le nommer, nous aurions une convention sur le climat qui nous aurait fait gagner 15 ans, et ces 15 ans perdus sont aujourd'hui extrêmement difficiles à rattraper. Vous avez également toutes sortes de conventions, et en particulier en 1985, une convention qui est peu connue, mais qui est la convention de Vienne, où est sacrée la notion de patrimoine commun de l'humanité, et qui c'est très important et en biodiversité et en matière climatique. Et puis, bien entendu, vous avez en 1989, je vous en parlais, l'échec du sommet climatique de Nordwijk, et cependant la réussite de la Convention de Bâle. Alors ça, c'est consolant, si j'ose dire, mais par conséquent, en fait, les balbutiements de cette diplomatie environnementale date finalement de la création, enfin non, de la découverte de ce qui aujourd'hui va faire évidemment la totalité pratiquement de l'exposé, c'est-à-dire l'effet de serre, etc. Ensuite, deuxième observation pour la caractéristique de l'ensemble de la diplomatie environnementale. En France, par exemple, nous avons 3 ambassadeurs pour l'environnement, l'ambassadeur pour l'environnement, l'ambassadeur chargé du climat, et nous avons un ambassadeur chargé des pôles. Vous savez que l'ambassadrice chargée des pôles a fait un peu parler d'elle récemment parce qu'il s'agissait de Madame Royal. Elle a été remplacée par Olivier Poivre d'Arvor, qui est un grand diplomate. Et nous avons donc 3 ambassadeurs, et nous avons d'ailleurs un 4e ambassadeur qui est chargé de la RSE, de la responsabilité sociale pour les entreprises, parce que nous avons, nous, en France, un rôle tout à fait important là-dessus. Nous sommes un peu pionniers. La loi NRE de 2001 est une loi pionnière, et par conséquent, nous avons une diplomatie en matière de responsabilité des entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est aussi que les acteurs de la diplomatie environnementale et les formes de la diplomatie? Ben, nous avons évidemment tous les organes de l'ONU, et particulièrement récemment le Conseil de sécurité, j'en parlerai tout à la fin, les organes de l'ONU, la négociation évidemment de toutes sortes de textes et évidemment des conventions. Ces conventions sont des traités. L'accord de Paris est à 2 parties, mais est un traité. Vous avez aussi toutes sortes de déclarations et d'engagements qu'on appelle du droit mou informel. Vous avez des étapes, les révisions de tout ça. Vous avez aussi une explosion de groupes, étant donné que le multilatéralisme classique est un peu en crise. Vous avez des explosions de groupes un peu informels qui se réunissent partout. Vous avez quelque chose de très, très important qui est la médiatisation. Vous avez par conséquent, la conséquence de tout cela, c'est que, comme je l'ai dit, les États sont des acteurs parmi d'autres. Et vous avez aussi une caractéristique, et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est extrêmement important. Vous avez à 99% et demi, une absence de sanctions dans la diplomatie climatique. Autrement dit, la négociation climatique et la diplomatie climatique ne sont pas d'ordre pédale. Beaucoup de gens souhaiteraient que ça le soit, mais en fait, ça ne l'est pas, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Ça va peut-être un peu évoluer, mais en tout cas, les bases de l'accord de Paris ne sont pas celles d'un accord contraignant. Un accord contraignant, c'est un accord où il y a des sanctions, et là, il n'y en a pas. Donc, c'est extrêmement compliqué parce que dans d'autres domaines de la diplomatie, vous avez des sanctions qui sont très souvent les blocus. Je veux dire, pour l'instant, vous avez des sanctions contre l'Iran, sanctions concernant les exportations, etc. Mais pas dans la diplomatie climatique, parce que finalement, on considère que cette diplomatie
tout le monde doit y rentrer parce que c'est le bien commun de l'humanité. Et en fait, c'est un peu naïf, entre guillemets, parce qu'on pense finalement que l'humanité se comporte comme un agent économique et philosophique, si j'ose dire, rationnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle veut se préserver elle-même, eh bien, elle va s'engager dans ces négociations. Et enfin, négocier avec la planète, j'en ai parlé, et ça, c'est tout à fait important. Je donne souvent l'exemple de ce qu'on nous a asséné à nous, personnes âgées maintenant, lorsque nous défendions l'environnement dans les années 90, on nous disait, évidemment, ça se réchauffe, puisque depuis 50, le Soleil présente une grande phase d'activité, ce qui est vrai. C'est-à-dire que ça, c'était quelqu'un qui a fait beaucoup de mal aux politiques d'environnement et qui les a beaucoup retardées, qui est Claude Allègre, mais qui était en même temps un savant assez remarquable et qui nous disait mais forcément, ça se réchauffe, le soleil est en activité, ce qui est tout à fait exact. Sauf que maintenant, toute la science a prouvé que l'activité aujourd'hui solaire certes, influence le climat, mais qu'elle ne joue qu'un rôle extrêmement mineur dans le réchauffement climatique et que c'est justement les émissions anthropiques, c'est-à-dire en clair nos modes de vie, et particulièrement les modes de vie du pays du Nord qui font ça. Mais si vous voulez, c'est tout à fait important. Et comme je vous le disais, le problème de la diplomatie climatique, c'est que la planète n'est pas assise au banc des négociateurs. Et je rappelle cette citation de Michel Serres, disparu il y a 2 ans maintenant, on a oublié d'inviter la Terre à la conférence du climat. Il disait ça juste après l'échec de Copenhague. Et on peut évidemment se demander qui représente la Terre. Et on a tendance en fait à dire que ce sont les scientifiques qui représentent la Terre, puisque c'est eux qui ont la voix pour dire attention, ça se réchauffe plus. Nous constatons qu'il y a des domaines d'activité de tel ou tel élément qui influencent sur le climat, etc. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a créé le GIEC en 1988, le groupement intergouvernemental des scientifiques pour le climat, pour, je cite, évaluer les fondements scientifiques du changement climatique liés à l'activité de l'homme afin d'en comprendre les risques et d'envisager des stratégies d'adaptation et d'atténuation. J'insiste beaucoup sur adaptation, je vous dirai pourquoi. Vous savez que le GIEC a reçu collectivement, le 12 octobre 2007, le prix Nobel de la paix. Et là, vous voyez à quel point les deux diplomaties se rencontrent, se réconcilient, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez une diplomatie climatique, mais vous avez aussi à l'organisme scientifique un prix Nobel de la paix, c'est-à-dire le prix qu'on donne aux politiques qui évitent les guerres, et tout simplement parce que on sait que le réchauffement climatique va tellement bouleverser le monde, tellement nous amener des réfugiés climatiques, tellement amener des problèmes de toutes sortes, que c'est une affaire de paix que, en l'occurrence, que de publier des rapports scientifiques. Vous avez eu des rapports en 90, 95, 2001, 2007, 2014, juste avant la conférence de Paris, la COP 21. Nous attendons le rapport de 2022. Il se trouve que moi, j'ai quelques informations là-dessus. Il ne va pas du tout être amusant, je peux vous dire, ce rapport de 2022, malgré l'espèce de petite respiration, mais qui n'a aucune influence sur l'ensemble des émissions, étant donné le temps des émissions de CO2 en particulier dans l'atmosphère. Et vous avez eu des rapports intermédiaires, dont 3 rapports, enfin 2 rapports très importants. À la demande de l'accord de Paris en 2018, vous avez eu un rapport sur la nécessité de maintenir un réchauffement qui ne peut pas dépasser 1,5 degré pendant le siècle, quand vous savez qu'on est aujourd'hui à peu près à 1,2 par rapport aux émissions de 90, vous voyez les efforts énormes qu'il faut faire pour se maintenir.
Et d'autre part, on a eu un rapport très important du GIEC également sur l'océan. Alors, qu'est-ce que c'est le bilan du GIEC? Le bilan du GIEC a été très critiqué, toujours par certains scientifiques comme Claude Allègre, même si on entend aujourd'hui plus sa voix, mais finalement, pour quelque chose qui peut d'ailleurs parler à l'imagination, c'est-à-dire que le GIEC, c'est tout simplement des groupes de scientifiques et la science, c'est un coup de génie d'un seul homme qui trouve Eureka, n'est-ce pas? Et des groupes de scientifiques ne peuvent pas apporter à la science des choses très importantes. Non, mais il était quand il avait ses grosses cernes autour des yeux et tout, là. Alors, c'est évidemment extrêmement faux, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est justement parce que les scientifiques sont des acteurs multilatéraux qu'ils doivent venir de beaucoup de pays et que d'autre part, l'intérêt du GIEC, c'est d'abord son excellence, les gens sont choisis, c'est les meilleurs chercheurs dans tous les domaines du monde. Deuxièmement, les échanges mondiaux et donc la collecte des données absolument énorme. Troisièmement, les révisions du GIEC. Moi, je connais des gens qui révisent en ce moment le rapport du GIEC et c'est des gens tout à fait éminents, donc n'importe quel paragraphe est relu par une dizaine de personnes. Et alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'à chaque rapport du GIEC, vous avez ce qu'on appelle un résumé pour les décideurs, et que là, effectivement, le résumé pour les décideurs, c'est le seul moment de la négociation où les États sont présents. Non pas qu'ils influencent les scientifiques du GIEC, et d'ailleurs, ils l'influencent de moins en moins, mais ils ont le mot à dire, et il y a une espèce d'autocensure, si j'ose dire, des scientifiques qui se disent, et c'est une réflexion tout à fait louable, est-ce que si nous sommes trop alarmistes, nous n'allons pas bloquer l'action, puisque vous savez, quand on dit qu'il n'y a aucune chance de s'en tirer, on se dit à quoi bon agir. Et donc, en fait, les résumés des décideurs sont un tout petit peu plus optimistes allant que les rapports eux-mêmes du GIEC. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus intéressant de lire le fond des rapports du GIEC, même si c'est très gros et très ardu, parce qu'on se rend compte vraiment comment dirais-je, de l'état scientifique. Donc, en fait, le GIEC a accompli une mission énorme, d'abord de démontrer peu à peu les réchauffements en cours, de faire accepter qu'ils sont dus aux activités humaines. Il doit continuer à travers des scénarios, si vous voulez, de se réorienter, d'orienter les États, en particulier sur l'adaptation. Ami Dahan, qui a fait un livre tout à fait remarquable sur les conventions, dit par exemple qu'il faut qu'il s'empare de la question globale des futurs. Et en fait, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que vous avez toujours, en l'occurrence, depuis 25 ans, le scénario le pire du GIEC, parce que le GIEC dit, voilà, si l'action humaine est importante, on arrive à tel degré de réchauffement. Si l'action humaine est moins importante, on arrive à tel degré, etc. Et le scénario le pire est toujours le rapport d'après, le scénario moyen. Et c'est ça qui est absolument dramatique et qui prouve bien à quel point l'inaction nous a coûté, c'est qu'en fait, nous avons toujours du coup un scénario pire et je peux vous dire que ça ne va pas manquer au prochain rapport du GIEC. Donc voilà, si vous voulez, un peu les acteurs de la diplomatie climatique. Et donc maintenant, on va essayer de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la planète à l'ONU, puisque j'ai dit que la planète n'avait pas de siège à l'ONU, mais qu'elle était quand même présente. Qu'est-ce que c'est que la planète à l'ONU? Alors, d'abord, un tout petit rappel des conférences environnement. On ne peut absolument pas comprendre la diplomatie climatique sans avoir une idée de toutes les conférences environnement globalement. Alors, d'abord, la diplomatie environnementale, pas la diplomatie climatique. La diplomatie environnementale a commencé à Stockholm. En 1972, vous avez une conférence à Stockholm sur ce qu'on a appelé l'éco-développement. Les caractéristiques de cette conférence, c'était un certain nombre de scientifiques et de gouvernants
qui étaient inquiets de l'état de pollution. En fait, le grand mot, c'était pollution. Et en fait, qui se sont réunis pour savoir comment, évidemment, dans toute les influences du Club de Rome, etc., donc de l'interrogation sur la croissance, eh bien, ils se sont réunis pour dire attention, nos modes de croissance, nos modes de développement économique fait que nous abîmons la planète. Il faut retenir trois choses de cette conférence. La première, c'est qu'elle a créé un terme qui est l'ancêtre du développement durable, mais on ne parlait pas de développement durable, c'est l'éco-développement. La deuxième, c'est que c'était une conférence un peu entre soi, il y avait le rideau de fer encore à l'époque, donc il n'y avait aucun représentant de l'Est de l'Europe. Les pays du Sud qui venaient juste d'être décolonisés, quelques-uns étaient invités. Donc ce n'est pas du tout une conférence, c'est une conférence dans le cadre de l'ONU, mais pas du tout avec tous les membres de l'ONU. Troisièmement, on parlait encore de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est qu'aujourd'hui, si on parlait de Dieu, c'est comme vraiment les dieux s'engueulent beaucoup à l'ONU, on pouvait dire et on a pu écrire dans le préambule de la conférence de Stockholm que nous héritions notre planète de la volonté divine. Donc, je ne sais pas si vous voyez, après tout, vous savez, dans l'histoire, c'est quand même pas grand-chose, hein, donc 50 ans, eh bien, je veux dire, on ne peut évidemment plus parler comme ça. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est que ce n'est en rien une conférence qui parle du climat. Je vous dirais, on parle du climat dans une autre enceinte, et c'est Rio qui va rassembler l'ensemble des thèmes environnementaux. Voilà. Et quand on prépare Rio 92, eh bien, en fait, il y a entre 72 et 92 un certain nombre d'événements. On se rend compte évidemment de la dégradation de l'état de la planète. Il y a un certain nombre de catastrophes comme la catastrophe de Bhopal ou comme la catastrophe de Tchernobyl. Vous avez aussi la montée en puissance des États qui sont les ex-décolonisés, qui s'inquiètent du fait qu'on va leur faire payer, après les avoir décolonisés, le coût de la pollution. Et d'autre part, il y a très, très important ce fameux rapport Brundtland qui va dégager la notion, en fait, de, comment dirais-je, les trois piliers du développement, le pilier économique, et ça, il faut continuer. On ne dit plus la croissance, on dit le développement, mais c'est ça que ça veut dire. Il faut évidemment garder, on ne dit pas encore l'équité, on est encore à l'égalité et le bien-être social, et il faut enfin protéger l'environnement. Et là, c'est là où il y aura trois conventions, la Convention climat, la Convention biodiversité et la Convention désertification, qui était à l'initiative de la France pour que les pays africains en particulier, ils trouvent leur compte. Et donc, vous avez, en l'occurrence, Serge Antoine, qui était l'organisateur au niveau de l'ONU. Et donc, effectivement, j'avais l'honneur de représenter la France à cette conférence, de coordonner cette conférence pour notre pays. Eh bien, en l'occurrence, Serge Antoine disait que Rio est en ombre et en lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup d'ombre parce que les pays donateurs n'ont pas réussi à s'entendre sur le fameux 0,7% du PIB donné au Sud. Il n'y avait pas de plan véritable pour le 21e siècle, alors qu'on était à l'aube du 21e siècle et on n'est pas allé au-delà de 2010. Les ONG étaient présentes, mais peu d'ONG du Sud. On a traité ailleurs le commerce international, alors que c'est tellement important par rapport aux problèmes d'environnement. On n'a pas fondé un vrai droit international de l'environnement, il n'est pas encore autonome. Surtout, et ça a été un grand échec, le mien d'ailleurs, on n'a pas pu créer de cour de justice internationale de l'environnement. On était tout un groupe de juristes, dont Corinne Lepage, beaucoup de gens, à militer pour ça et on n'y est pas arrivé. La question démographique qui était encore présente en 72 a été complètement écartée et surtout, on est arrivé
à une déclaration de Rio, qui est une déclaration un peu timide, alors qu'au début, les textes qu'on maniait étaient très allants. Néanmoins, il y a des lumières. C'est à partir de là que tous les pays se sont dotés d'administration environnementale, parce que c'est une recommandation de l'agenda 21. On a créé, c'est la première fois qu'on a créé un milieu écologique mondial, c'est-à-dire en fait une espèce d'énorme réseau de gens qui sont encore très isolés. Songez qu'en 92, la veille de la conférence, très exactement le 30 mai, alors que la conférence était le 14 juin, le 30 mai, l'Académie française, l'Académie des sciences françaises, nous a sorti un rapport en disant que le réchauffement n'existait pas. L'Académie des sciences françaises, ça aide, je peux vous dire, dans une négociation. Il y a eu en revanche des prémices économiques environnementales et il y a eu surtout une très grande réussite, c'est l'adoption de l'agenda 21, c'est-à-dire un programme pour les 20 ans à venir, et surtout les 3 conventions, et nous vivons sur ces 3 conventions, et c'est donc 3 textes fondateurs. Le traité sur le climat, en revanche, avait avorté, comme je vous l'ai dit, en 89, et donc ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est que les négociations climatiques ont été extrêmement différentes. Comment dirais-je, le côté un peu ironique de tout ça, c'est qu'au tournant des années 80, eh bien, les scientifiques américains étaient complètement conscients du réchauffement climatique. La majorité des élus du Congrès, vous avez eu 32 projets de loi relatifs à la question climatique pour la seule année 88. George Bush, le premier, le papa, il était à peu près, je dirais, convaincu de ça. Et puis sont arrivées les négociations, les élections américaines avec Nixon, et Nixon a complètement arrêté ça, en particulier évidemment sous l'influence de toute l'industrie américaine pétrolière. Alors, qu'est-ce que c'est du coup la Convention climat qu'on arrive à retrouver? Eh bien, elle a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors ça, je vous demande vraiment de bien écouter ou lire, je crois que vous avez ce que, comment dirais-je, l'expression, parce que ça montre l'extraordinaire espoir que nous avions à cette époque. Stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cette époque, c'est-à-dire il y a 30 ans, on avait encore l'espoir de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre de telle manière que le système climatique ne soit pas perturbé par l'homme, d'une part, et que d'autre part, on ait assez de temps pour que les écosystèmes, même pas les hommes, les écosystèmes puissent s'adapter. Donc, vous voyez à quel point, ensuite, les 15 premières années du siècle ont été destructrices pour ça, parce que, enfin, les 20 premières années, de 92 à l'accord de Paris, parce que finalement, l'inaction couronnée par l'échec de Copenhague a fait qu'on a raté ces 20 premières années. Et c'est malheureusement à cause de ça, aujourd'hui qu'on doit faire des stratégies comme la stratégie nationale, enfin internationale, et donc déclinée de façon nationale du bas carbone, qui sont effectivement extrêmement lourdes à réaliser et qui impliquent des changements de vie tout à fait importants. La convention est entrée en vigueur en 1994, donc elle fonctionne depuis 1994. Elle a plusieurs organes, elle a évidemment des organes scientifiques subsidiaires. Donc en fait, de cette histoire, de cette première histoire climatique, de ses fondements, puisque nous sommes au fondement, qu'est-ce qu'on peut tirer? Eh bien, je crois que 3 enseignements tout à fait importants. La diplomatie climatique, elle est totalement dominée par les chefs d'État au XXe siècle. Les ONG, vous savez, moi je me souviens quand j'ai essayé de convaincre
l'Élysée, dont je faisais partie à l'époque, d'amener des ONG dans la délégation, eh ben, je vais vous dire, le seul qui m'ait soutenu, c'est François Mitterrand. Vous me direz, ça suffit. Mais tous les autres, tous les diplomates, tout le Quai d'Orsay était contre. C'était du genre, enfin, en gros, cette fille est folle, quoi. Je veux dire, voilà. Et donc là, c'était vraiment les États, la diplomatie des États. Deuxièmement, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la difficulté qu'on a eue dans la déclaration de Rio, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas arrivé d'introduire une cour avec des sanctions, qu'on n'est pas arrivé à prononcer le mot de « nous n'avons qu'une terre », c'était des slogans, mais ça n'avait pas d'implication juridique. Le fait, tout ce que je vous ai dit, qu'on a écarté le commerce, etc., tout ça, on va le retrouver les 20 ans à venir. En fait, l'esprit de Rio, c'est un esprit qui souffle encore, mais c'est aussi l'esprit où on avait toutes les contradictions. Et la manière dont se sont battus, de manière tout à fait compréhensible d'ailleurs, hein, et juste, les pays en voie de développement pour la fameuse expression nous avons les responsabilités des États sont certes communes puisque nous n'avons qu'une terre. Donc, évidemment, nous avons des responsabilités communes par rapport à la manière dont nous devons maintenir une terre saine et vivable, etc. Mais différenciées à cause de l'histoire, à cause de la colonisation, à cause des différences de niveau, eh bien, c'est cela qui a failli faire échouer l'accord de Paris, et c'est aujourd'hui cela qui s'exaspère complètement, parce que non seulement aujourd'hui vous avez des déclinaisons de ces accords différenciés, de ces responsabilités communes mais différenciées entre les pays, mais à l'intérieur aujourd'hui des pays, et ça s'appelle aujourd'hui, on l'appelle la justice climatique et les problèmes d'équité. Alors, quelques mots quand même sur le rôle de l'Europe, parce que nous nous interrogeons souvent beaucoup sur le rôle de l'Europe, en particulier en ce moment avec la pandémie. Et je voudrais quand même dire que l'Europe est arrivée peu à peu à l'environnement, alors que la communauté européenne, le premier traité de Rome, n'avait absolument aucune compétence en matière d'environnement. Comme c'était un traité uniquement commercial, elle n'en avait qu'en matière de consommation. Et donc, il se trouve que les compétences environnement seront reconnues en Europe d'abord par l'acte unique européen de 86, où il y a pour la première fois un titre dans le traité pour donner à l'Union européenne une compétence explicite en la matière. Maastricht en 92, l'environnement rentre dans le champ de la procédure de codécision, donc ça devient une des politiques européennes. Le traité d'Amsterdam intègre le principe du développement durable et surtout Lisbonne va ajouter à la liste des politiques européennes la compétence climatique. Et ça, c'est tout à fait important. Et donc, en l'occurrence, c'est les articles 191 à 193 du traité. Et donc, avec un programme d'action qui doit préserver le capital naturel, transformer l'Union européenne en une économie modérée en carbone, qui doit préserver la santé humaine et le bien-être de l'homme. Et aujourd'hui, vous avez un programme d'action communautaire pour l'environnement qui est complètement en train d'être révisé avec le Green Deal, mais qui a été quelque chose de tout à fait important et qui donc a fait que l'Europe a des bases juridiques. Alors, au niveau de l'Europe et du climat, vous avez aujourd'hui un changement tout à fait important, puisque dans l'ancienne commission, l'Union européenne s'était fixé le fameux 3 x 20, c'est-à-dire réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20% la part des énergies renouvelables dans les consommations d'énergie, améliorer l'efficacité énergétique de 2020, en l'occurrence, tout ça pour 2030. Mais en 2030, les objectifs devaient augmenter à 40, 32 et 32,5. Mais vous savez que le Conseil européen de décembre, en pleine pandémie, et ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire que les objectifs climatiques
demeure en pleine pandémie. Après tout, dans d'autres crises, comme la crise de 2009, etc., eh bien, on a fait des plans de relance qui ne tenaient pas du tout compte de l'environnement. Tandis que là, si, l'Union européenne, et ça a été voté par le Parlement un mois après, a donc décidé que les émissions de gaz à effet de serre devaient diminuer de 55% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité d'ici 2050, ce qui est pratiquement un doublement des objectifs quand vous regardez les chiffres que je viens de vous donner. Alors, si on revient à nos conventions, qu'est-ce qui s'est passé finalement de 92 à l'accord de Paris, ce qui fait quand même plus de 20 ans. Alors, première période, après Rio, après cette sorte de happening, n'est-ce pas, qui était Rio, on s'est un peu endormi, il faut bien le dire. On s'est endormi de deux façons. Première, alors vous savez, il y a toujours un laps de temps. Ensuite, quand il y a un accord comme ça, des accords internationaux, il faut le temps de la ratification, etc. Donc, il se passe jamais rien pendant 2 ans. En 95, il y a eu quand même la première conférence des partis, et là, les États se sont entendus sur de nouveaux engagements, voilà, pour l'après 2000, puisque en fait, on se rendait bien compte que les engagements étaient insuffisants. Alors en 97, il y a eu quelque chose de très important, c'est la conférence de l'ONU de Kyoto, qui réunissait 159 pays avec ce qu'on a appelé le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, il faut retenir deux choses, même si aujourd'hui, sauf une toute petite partie, il n'est plus en vigueur, il a, comme on dit, fait son temps. L'accord prévoyait une réduction moyenne de 5,2 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012. Et l'Europe avait accepté de moins 8%, les États-Unis moins 7%, ce qui était vraiment pas beaucoup, et 6% pour le Japon. La Chine ne prenait à cette époque aucun engagement, comme tous les pays en développement, puisque le propre du protocole de Kyoto, c'est qu'il n'y a que les pays du Nord qui ont des obligations. Bon. Donc, il y avait une exemption totale, et d'autre part, les pays du Sud pouvaient être aidés dans leurs efforts, parce qu'on a appelé le MDP, le mécanisme de développement propre. Alors, ce protocole a été très, très important et il a permis, alors même s'il n'a pas donné de résultats tangibles en matière de diminution de gaz à effet de serre, puisque gaz à effet de serre ont continué à augmenter. Il faut lui reconnaître deux mérites. Le premier mérite, c'est que finalement, on n'avait pas du tout expertisé avant tous ces mécanismes internationaux qui sont aux confins de la science, des process industriels, des décisions politiques et des décisions des acteurs comme les grandes villes, etc. On n'avait pas du tout expertisé tout cela, et là, on les expertise. Et donc, le protocole de Kyoto a été un extraordinaire terrain expérimental qui fait qu'à l'accord de Paris, on savait à peu près de quoi on parlait, alors que finalement, avant, c'était une invention permanente. Bon, donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, qui est tout à fait aussi important, c'est qu'on s'est rendu compte avec l'accord de Kyoto que les pays, qu'on ne pouvait absolument pas, si vous voulez continuer, aux grandes dames des pays du Sud, à ne considérer dans les efforts que les pays du Nord, tout simplement parce que les pays pauvres, certains devenaient beaucoup moins pauvres et leur population beaucoup plus nombreuse. Les deux exemples, évidemment, c'est la Chine et l'Inde. La Chine était, par exemple, la Chine en 92, je peux vous dire qu'elle était muette. Moi, je n'ai jamais entendu la Chine parler dans l'enceinte de l'ONU à la conférence de Rio. Or, vous voyez aujourd'hui la puissance de négociation qu'a la Chine sur le climat. Donc, et d'autre part, l'Europe n'était pas du tout la même Europe qu'en 92, puisqu'il n'y avait absolument pas les nouveaux pays du rideau de fer. Bien entendu, le rideau de fer était tombé en 89, mais le temps de s'organiser, ces pays ne comptaient pas. Et d'ailleurs, certains n'appartenaient pas encore à l'Europe. Donc, si vous voulez, la géopolitique mondiale a tellement changé
qu'avec le protocole de Kyoto, on s'est rendu compte que ce qui était valable en 97 ne pouvait absolument plus l'être 20 ans après. La Chine était une puissance où il y a encore beaucoup, beaucoup de pauvres, mais est une très grande puissance et surtout la première puissance polluante en matière de gaz à effet de serre. Ce qu'elle n'était absolument pas au moment de 92, c'était évidemment les États-Unis. Donc, si vous voulez, beaucoup de gens disent beaucoup de mal du protocole de Kyoto, mais moi non, parce que ça a été vraiment un terrain d'expertise, tant, je dirais, en matière de procédés de diminution d'encadrement des gaz à effet de serre que géopolitique. Et donc ça, c'est tout à fait important. Alors, les premières années. Vous avez, et ce qu'il faut bien voir, c'est que vous avez des conférences tous les ans, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui assez critiqué. Moi, je ne critique pas ça parce que je pense que l'effort climatique doit être maintenu et que si on fait une conférence tous les 2 ans, étant donné qu'on est dans un siècle incertain où, par exemple, il peut y avoir une pandémie, hein, on vient de le voir, et donc quand il y a une pandémie, on ne peut pas se réunir. C'est comme ça que la 26 se fait attendre, n'est-ce pas? Elle est à Glasgow, maintenant elle est prévue à Glasgow, il y a même des interrogations sur Glasgow, mais on aura eu une année 2020 sans conférence climatique. Et une conférence climatique, ce n'est pas simplement 10 jours de conférence, c'est plein de conférences préparatoires. Donc, c'est un processus. Et là, pour l'instant, on est complètement en l'air, entre guillemets, dans le processus. Et donc, moi, je pense que pour bien vérifier que les engagements soient tenus, il faut absolument tenir des conférences tous les ans. Alors, les uns vous diront, ça coûte beaucoup d'argent, ça sert à quoi? Oui, ça coûte beaucoup d'argent, mais tellement moins que les dommages vécus par les gaz à effet de serre et les émissions. Donc, je pense qu'il faut les continuer. Donc, je ne vais pas vous raconter toutes les conférences, ça serait fastidieux. Il y en a en 2004 à Buenos Aires, il y en a en 2005 où rentre le protocole de Kyoto en vigueur. Il y a aussi une autre conférence en 2005 qui est qui est quand même assez importante parce que elle adopte les règles du protocole de Kyoto. Il y en a une en 2007 sur laquelle il faut s'arrêter, c'est la conférence de Bali. Et parce que Bali, c'est la première conférence qui reconnaît qu'il faut de l'argent pour l'adaptation, ce qui est un bon signe et un mauvais signe. Un bon signe parce que c'est l'application, je vous l'ai lu, de la convention, du texte de la convention avec le couple atténuation-adaptation. C'est un mauvais signe parce que ça veut dire qu'il faut de plus en plus d'argent pour s'adapter, et donc ça veut dire qu'on n'atténue pas. Mais c'est le premier cadre d'adaptation qui a lieu. Ensuite, vous avez, en l'occurrence, en Thaïlande, en 2008, une conférence à Bangkok qui commence à préparer la conférence de Copenhague. Copenhague, en l'occurrence, c'est précédé par une conférence en décembre, dite conférence de Poznan. On trouve un accord vraiment in extremis, parce que tout le sujet, c'était premièrement de relever l'ambition climatique et deuxièmement de faire en sorte que les pays qui n'avaient pas d'obligation rentrent dans le processus. Bon. Et alors, on arrive à une feuille de route de Poznan qui, en fait, aurait dû donner lieu à un nouveau traité, où on dit que cette feuille de route prendra la suite du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que n'oublions pas que le protocole de Kyoto, il sera prolongé, mais il venait à échéance en 2012. Donc, en fait, à partir de 2012, c'est pour ça que la conférence de 2009 est très importante, on n'avait plus rien, on n'avait plus de cadre. On avait la convention, bien sûr, mais c'est une convention assez large, tandis qu'il fallait des sortes de conventions d'application. Bon. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous citez le texte de Poznan, les parties reconnaissent que des réductions sévères des émissions mondiales devront être conduites,
Mais encore une fois, elles ne reprennent pas de chiffres. Et par exemple, l'Union européenne avait proposé de 25 à 40%, mais les autres pays, et particulièrement les États-Unis, s'y opposent. Alors arrive Copenhague, et Copenhague, c'est très intéressant. J'ai appelé Copenhague dans un article la mélancolie de la lucidité. Pourquoi? On est lucide, c'est-à-dire qu'à cause de 3 rapports du GIEC à cette époque-là, on comprend que le réchauffement climatique est inéluctable et est d'origine anthropique. Ça, on y est. Bon. Mais le problème, c'est de faire, premièrement, accepter aux États du Sud qu'ils doivent avoir aussi des obligations. Les États du Sud répondent oui, mais nous avons besoin pour cela de 100 milliards de dollars par an. Ces 100 milliards de dollars par an, c'est le chiffre qui est aujourd'hui encore en vigueur et qui n'est pas encore atteint. Bon. Et ils considèrent que c'est une condition. Bon. Troisièmement, les chefs d'État sont assez allants, en particulier Nicolas Sarkozy. On espère beaucoup, en l'occurrence, du chef d'État américain, mais on ne se rend absolument pas compte, et ça c'est tout à fait étonnant, que l'acteur majeur, c'est devenu la Chine. Et en fait, tous les négociateurs climatiques sont restés finalement sur le souvenir de Rio, sur le souvenir du début des années 2000, et considèrent que la Chine, c'est un pays en voie de développement. Non, non, pas du tout. La Chine, c'est une puissance mondiale qui n'est pas encore la première puissance mondiale, mais qui veut le devenir. Et Copenhague, c'est la démonstration, en l'occurrence, que c'est la Chine qui va faire la loi. Si la Chine est d'accord, ça passe. Si la Chine n'est pas d'accord, ça ne passe pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut complètement retenir. Bon. Et finalement, à Copenhague, on se sépare sans accord, alors qu'on attendait un traité. C'est vraiment, en l'occurrence, un échec tout à fait important. Alors, n'exagérons pas, il n'y a pas rien à Copenhague. Hein, et si vous voulez, très certainement sonner la fin du multilatéralisme tel qu'on l'avait vécu à la fin du siècle. Elle a mis en scène vraiment des oppositions formelles. Elle a consacré la diplomatie environnementale et la diplomatie climatique comme une diplomatie de guerre ou de paix. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une petite diplomatie gentille qui s'occupe de la nature. C'est une diplomatie centrale dans le jeu des États et c'est une diplomatie qui véritablement va faire, on le sent bien, va faire la puissance ou pas, en l'occurrence du XXIe siècle. Il y a un accord, il y a une déclaration commune qui dit, je cite, « Limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle », mais il n'y a aucun engagement contraignant et il n'y a que des engagements volontaires, donc ce n'est pas un traité et c'est ça qui est considéré comme un échec. Alors après, vous avez la période de 2009 à Lima, 2014. Alors franchement, le monde est assez sonné. Je peux vous dire qu'après 2009, tous les gens qui, comme moi, vont aux conférences tous les ans, on était un petit peu sonnés, on n'était pas très optimistes et on se demandait si finalement tout ce qu'on avait construit ne serait pas un échec extraordinaire. Peu à peu, tout ça a été retricoté pour différentes raisons. Bon, il y a eu quand même quelque chose de tout à fait important, c'est la conférence de Cancun. Vous savez, quand il se passe une catastrophe, l'espèce humaine est faite de telle façon qu'on se réveille un peu. Et donc, à Cancun, ont été confirmés beaucoup d'engagements unilatéraux et que finalement, on a pris le sujet à l'envers, c'est-à-dire qu'on s'est dit que à partir du moment où on ne pouvait pas avoir un accord global, peu à peu, un tas de pays allaient dire moi, je vais faire ça, etc. Et c'est ça, finalement, les prémices de la réussite de Paris. Ensuite, vous avez à Doha une conférence tout à fait importante parce que vous avez des pays qui ne sont pas des moindres.
l'Australie, l'Union européenne, une centaine de pays s'engagent à poursuivre leurs efforts d'ici à 2020 et précisent leurs engagements financiers. Donc, en fait, ce que ces pays essayent de faire, c'est de faire comprendre aux pays du Sud qu'il y a des pays qui sont capables, si vous voulez, de prendre des engagements financiers pour détendre un petit peu, si j'ose dire, l'atmosphère. Bon. En 2014, vous avez un sommet climatique à New York à l'initiative du secrétaire général de l'ONU. Et ça, il faut saluer l'action de Ban Ki-moon, si vous voulez, qui a été extrêmement actif, parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait non pas continuer les seules conférences climatiques un peu à l'extérieur des grosses assemblées générales de l'ONU, mais faire des sommets climatiques à l'ONU au moment des assemblées générales, c'est-à-dire toujours en septembre, au moment où tout le monde était là, tout le monde était mobilisé pour bien expliquer que le sujet climatique, c'était justement le nouveau grand sujet diplomatique de l'ONU. En 2014, juste après, vous avez quelque chose, alors là, qui va fonder complètement l'accord de Paris ensuite. Vous avez l'accord sur le climat entre la Chine et les États-Unis. Il y avait un forum, en l'occurrence, c'est le Forum économique Asie-Pacifique, et sans rien dire à personne, c'est-à-dire en dehors du processus onusien, ce qui est quand même vraiment la fin du multilatéralisme là, eh bien, les deux pays ensemble représentent un peu moins de 50% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même pas rien. Ils s'engagent à une réduction de leurs émissions pour les États-Unis de 26 à 28% d'ici 2025. Et quant à la Chine, alors elle ne donne pas de chiffres, faut peut-être pas, faut pas rêver, mais elle promet un pic de ses émissions autour de 2030. Bon, en l'occurrence, ça ne va pas se passer, mais elle va s'en approcher. Voilà. Et donc, vous avez la conférence de Lima, qui est la conférence qui précède l'accord de Paris, où là, en fait, tout l'accord de Paris est déjà à Lima. Vous avez, en fait, les négociateurs, à ce moment-là, se disent qu'on ne va pas arriver, comme on en a rêvé de Rio à Kyoto, à faire une espèce de grande communauté internationale climatique où tout le monde va se soumettre à des objectifs globaux. Alors, ils pratiquent une diplomatie qui est finalement, vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous vous rappelez l'histoire, c'est la diplomatie du traité de Vienne, ça, je veux dire. C'est-à-dire que quand il y a eu le grand traité de Vienne après la chute de Napoléon, eh bien, on a demandé aux vainqueurs, qu'est-ce que vous voulez, vous? Metternich et Talleyrand, en l'occurrence, ont demandé aux vainqueurs, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un petit bout de la Bohème? Vous voulez un petit bout de ci? Vous voulez la Carinthie? Vous voulez Venise? Vous voulez quelle île? Etc. Puis les États disaient, ah bah oui, tiens, on prendrait bien ça. Ah oui, mais l'autre le veut. Ah bah d'accord. Bon. Et en fait, c'est ça, cette diplomatie. Et en fait, si vous voulez, à Lima, on dit qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? On dit ça, en l'occurrence, aux États. Et les États répondent on est prêt à vous dire dans les 6 mois, c'est-à-dire avant la conférence de Paris, la COP de 21, ce qu'on est prêt à faire. Donc, c'est une révolution parce qu'au lieu que l'ONU ou les négociateurs disent voilà l'objectif, vous devez faire 30%, moins 30%, moins 40%, etc., on leur dit qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Bon. Et on leur dit, attention, vous devez aller au-delà de ce que vous avez déjà fait. Bon, alors il y a tout un problème, c'est que les années de référence ne sont pas harmonisées. Le champion, ça c'est la Russie, si vous voulez. La Russie, il prend une année de référence extrêmement intéressante parce qu'il prend une année de référence où il était en pleine crise économique. Donc, en l'occurrence, effectivement, je veux dire, du coup, si vous voulez, il a beaucoup moins d'efforts à faire, vous voyez, donc ça fait partie des petites astuces. Bon, donc il y a plein de défauts, mais il y a quand même des principes communs. On réaffirme la responsabilité commune et différenciée. On dit à un groupe très important qui s'appelle le groupe AOSIS, c'est-à-dire le groupe des petites îles. Le groupe des petites îles, c'est le groupe des îles qui vont être submergées si la mer monte trop. Et si la mer monte
à plus d'1,5 degré, de 2 degrés. Donc, elles se sont toutes unies à l'ONU, elles sont un groupe de pression très important. On leur dit, on va tout faire pour faire 1,5. Et d'autre part, on dit aux pays, en l'occurrence en développement, qu'on va essayer de faire les 100 milliers. Donc ça, c'est quelque chose c'est un vrai tournant. Et si vous voulez, il y a aussi une ambiance générale à Lima qui est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la société civile depuis 2012 est beaucoup plus active avec le fait que le secrétaire général de l'ONU a donné la parole et les citoyens. Et vous avez surtout, et ça c'est tout à fait nouveau, une organisation des acteurs autres que les États. Les villes s'organisent pour échanger leurs bonnes pratiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Les régions font la même chose. Les entreprises, en tout cas certaines d'entre elles, prennent des engagements et tout ça. Bon. Et donc, vous avez finalement l'accord de Paris qui est fait dans une ambiance de 15 jours après les attentats. Hein, c'est quand même tout à fait considérable. Donc, il faut bien dire que ce drame a fait que les États n'avaient pas très envie de vexer la France et que donc l'ambiance était à la conciliation. Et puis, Lima avait été très bien préparé. Et donc, qu'est-ce que c'est l'accord de Paris qui n'est surtout pas contraignant, hein, pas de sanctions, et qui est aujourd'hui ratifié par 195 États? C'est limiter le réchauffement à 2 degrés et essayer que ça soit 1,5, mais ce n'est pas très précis. Réduire les émissions polluantes. L'accord de Paris instaure une certaine transparence dans les informations données au secrétariat de l'ONU. En l'occurrence, vous avez l'adaptation est reconnue avec l'article 7 du traité comme un enjeu crucial. C'est la première fois qu'il y a un article complet sur l'adaptation. Il y en avait un dans la convention, mais qui était très vague. Mais dans toutes les conférences intermédiaires, c'est la première fois. Les pertes et dommages, c'est-à-dire en fait, si vous voulez, on accorde de l'argent, en particulier des mécanismes aussi d'aide aux gens qui sont déjà dans les pertes et dommages, donc des gens qui souffrent déjà du réchauffement climatique. Et ça, c'est très, très important parce que sans ça, ils n'auraient pas tout à fait voté. Et surtout, on fait à Paris quelque chose que je trouve absolument magique. Vous vous souvenez qu'on avait demandé aux États de donner leur contribution. Donc, on leur dit, écoutez, on a reçu toutes vos contributions, donc on a tout additionné. Et quand on additionne tous les efforts que vous voulez faire, eh bien, figurez-vous que ça nous donne un réchauffement de 3,2 degrés. J'insiste là-dessus parce que c'est écrit dans le traité. C'est-à-dire, dans le traité de Paris, dans l'accord de Paris, est écrit que les contributions des États à ce jour ne remplissent pas l'objectif de l'article 2 de l'accord de Paris, c'est-à-dire de faire 1,5 ou 2 degrés. C'est une révolution en matière de droit international. Ça veut dire que dans l'accord même, il est écrit qu'on n'arrive pas à l'objectif du traité. C'est culotté, si vous me permettez cette expression. Et d'autre part, c'est transparent. Et d'autre part, c'est quelque chose qui va à des répercussions énormes. Et c'est uniquement possible à cause de la mobilisation de la société civile. Et dans un autre article, on dit, écoutez, la différence, c'est-à-dire quand même, quand vous prenez juste le 2 degrés, 1,2 degré, ce qui est quand même pas rien. Bon, la différence, c'est les autres qui vont le faire. Alors, les autres, c'est qui? C'est les industriels, c'est les collectivités, c'est les citoyens, c'est les efforts de chacun, etc. Et donc, là, au lieu d'avoir ce que j'ai appelé au début de mon exposé une communauté internationale, vous avez brusquement une communauté mondiale. La communauté internationale, c'est la communauté des États. La communauté mondiale, c'est tout le monde. Et ça, c'est la grande force de l'accord de Paris, la grande faiblesse aussi. Parce que si tous ces gens-là ne sont pas partants, si les industriels se croisent les bras, si les villes ne prennent pas de mesures, eh bien, on va arriver non seulement à ce 3,2, mais à plus. Parce que, comme je vous l'ai dit en vous expliquant ce qu'était la conférence de Lima, eh bien, les 3,2 degrés, c'est évidemment
évidemment assez imprécis. Voyez, bon. Et donc, c'est un accord qui n'est pas juridiquement contraignant, ça c'est clair au niveau des États, mais c'est un accord qui est moralement contraignant, en fait, parce qu'il s'adresse à chacun d'entre nous, quelle que soit, je dirais, la communauté dont on fait partie. Alors, après l'accord de Paris qui a été ratifié très vite, vous avez plusieurs conférences. Vous avez Marrakech en 2016, Bonn en 2017 et vous avez Madrid, la COP24 de Katowice et Madrid, en l'occurrence, en 2019, qui est aujourd'hui la dernière conférence, puisque c'était décembre 2019, etc. Alors, qu'est-ce qui est important à savoir dans toutes ces conférences? Il faut bien vous dire que ce n'est pas parce qu'il y a la signature d'un traité que tous les mécanismes du traité fonctionnent. Donc, toute la difficulté, c'est que tout le monde soit d'accord sur les mécanismes pour que le traité fonctionne, en particulier trois choses très importantes. Dans le traité est inscrit le fait que les contributions nationales doivent être augmentées en 2023, donc maintenant, aujourd'hui, dans 2 ans. Et ce qui est très, très embêtant, c'est que comme il ne s'est rien passé pendant l'année 2020, on n'a pas pu négocier. Et donc, chaque pays doit travailler à augmenter sa contribution. C'est tout l'enjeu de la conférence de Glasgow en novembre, maintenant, en novembre prochain. Bon. Deuxièmement, les mécanismes de transparence, parce que si vous racontez des mensonges au secrétariat de l'ONU, les gaz à effet de serre, ils vont continuer d'augmenter. Sur le papier, vous serez très bien, mais dans l'atmosphère, vous serez très mal. Donc, les mécanismes de transparence sont tout à fait importants. Et troisièmement, et ça, c'est tout à fait fondamental, donc toutes les règles doivent être adoptées, c'est ce qu'on appelle le rollbook, je veux dire, qui est en discussion. Il y a encore aujourd'hui, il reste ouvert encore, malheureusement, ça n'a pas été réglé à Madrid, un seul article qui n'est pas bien organisé. Et malheureusement, à Madrid, la COP25 a été un échec parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Tout le monde pensait à autre chose, je dois dire. La pandémie commençait en Chine et donc les gens avaient un peu l'esprit ailleurs parce que vous avez toutes sortes de gens avertis qui se demandaient ce qui allait se passer. La présidence chilienne était très faible. Et aussi, en fait, il y avait quelque chose de dramatique, c'est qu'on ne savait absolument pas ce que seraient les élections américaines, puisque à l'époque, en 2019, on avait quand même beaucoup l'impression que M. Trump serait réélu. Et donc, si vous voulez, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. Bon. La COP26, maintenant, c'est différent. Pourquoi? Pour différentes raisons. Premièrement, nous avons quelque chose qui est considérable, c'est que les États-Unis sont, comme Mathilde, revenus, n'est-ce pas? Bon. Et d'ailleurs, prépare un sommet le 22 avril. Là, je crois que c'est aujourd'hui ou demain, je crois que c'est demain, il y a un Conseil européen où Joe Biden est invité par l'Europe. Et Joe Biden a voulu montrer que les États-Unis étaient retournés dans l'enceinte climatique, c'est bien qu'il a, si vous voulez, aujourd'hui, invité tous les pays le 22 avril, c'est-à-dire Earth Day, le jour de la Terre. Bon. Deuxièmement, et ça c'est très important, l'Europe a voté ses 55% de diminution de gaz à effet de serre et surtout, beaucoup de pays, dont les États-Unis aujourd'hui avec Joe Biden et l'Europe, ont voté des plans de relance fondés sur le changement, la transition énergétique, etc. La Chine tient, puisque comme vous savez que la Chine a récemment réaffirmé ses engagements. D'autre part, Boris Johnson a le même entrain pour la COP26 que pour le vaccin. Pourquoi? Parce que lui, il veut démontrer
qu'une Grande-Bretagne brexitée, c'est-à-dire qui n'est plus européenne, réussit sa COP. Voilà. Et donc, il veut montrer à quel point la puissance anglaise est restaurée une fois qu'elle est sortie de l'Union européenne. Donc, ils mettent des moyens absolument considérables dans cette convention. Ce qu'il faut voir aussi, et ça c'est vraiment très important, c'est que vous avez pour la première fois cette année, saluons qu'il se passe des choses début 2021, un début de diplomatie d'adaptation. Souvenez-vous, je vous ai parlé que l'adaptation était un sujet pour la conférence de Bali, ça avait été ouvert, qu'il y avait l'article 7 du traité, mais pour la première fois, vous avez eu un sommet en janvier tenu aux Pays-Bas. Pourquoi aux Pays-Bas? Parce que tout simplement, les Pays-Bas, on sait bien que si le niveau de la mer montait, ils seraient submergés, donc ils sont évidemment très intéressés par le niveau d'adaptation. Et ce sommet a vu des chefs d'État en visio, certes, mais extrêmement présents. Et pour la première fois, ce sommet a déclaré qu'il fallait que les crédits climatiques qui financent les politiques d'atténuation soient au même niveau que l'adaptation. Et ça, si vous voulez, c'est tout à fait considérable parce que c'était impensable, même à l'accord de Paris. À l'accord de Paris, on pensait pas du tout. Alors, c'est dramatique aussi, parce que ça prouve qu'il faut de plus en plus s'adapter, parce que les effets du changement climatique, ils sont là. Mais il faut quand même voir la réalité en face, et donc c'est très, très important. D'autre part, vous avez, et vous le savez bien, vous tous qui êtes engagés, jeunes, qui allez peut-être marcher samedi pour le climat, etc., vous avez l'importance de la société civile. Alors, la société civile, ce n'est pas seulement vous et moi. Si, c'est vous et moi, mais c'est vous et moi organisés. Ça veut dire que vous habitez Rennes, vous habitez dans une ville. Il faut que vous sachiez que 70% des émissions proviennent des villes et que donc les villes sont des acteurs qui mènent aujourd'hui des diplomaties personnelles, particulières. Elles passent des alliances, elles s'entendent entre elles, elles prennent des engagements en dehors des États. Et ça a sauvé les États-Unis au niveau climatique parce que les grandes villes et les grands États des États-Unis on dit à Donald Trump, vous faites ce que vous voulez, vous vous retirez peut-être de l'accord de Paris, mais nous continuons. Donc, il y a une importance de la société civile aujourd'hui considérable. Vous avez les citoyens avec la marche citoyenne, avec l'urgence climatique, avec le How dare you, n'est-ce pas, c'est-à-dire vraiment le shame, toutes les politiques de honte qui sont menées par Greta Thunberg, qui a eu, qui est une jeune fille qui évidemment a eu une importance symbolique tout à fait considérable. Le monde adore les Jeanne d'Arc et elle a pris le rôle de Jeanne d'Arc, c'est tout à fait évident. Et elle a surtout déclenché la mobilisation de la jeunesse, ce qui, pour des gens très engagés comme moi, mais d'une génération baby boomers, vous savez, c'est tragique d'être considéré comme boomers quand vous avez passé votre vie à vous battre pour les questions d'environnement et que l'histoire nous oubliera. L'histoire dira que nos contemporains, et c'est vrai, n'ont pas fait assez de choses. Voilà. Et l'histoire oubliera mais, les pionniers. Pierre Victoria le disait gentiment, mais c'est vrai. Et nous étions, il a tout à fait raison de dire, nous étions moqués. Je veux dire, moi, j'ai des camarades de promotion qui, quand j'ai commencé à m'engager dans les affaires environnementales, me regardaient en disant « Mais Bettina, en gros, tu es assez douée, pourquoi tu t'occupes de ces trucs absolument ridicules ?» Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas gâcher ta carrière. Bon. Et on a eu ça, on a eu cette incompréhension, ce mépris, etc. Et aujourd'hui, rien ne me fait plus plaisir, moi, que de voir les jeunes générations s'engager jusqu'à promouvoir le concept de justice climatique qui est tout simplement issu de fameuses responsabilités communes mais différenciées, qui se trouvent dans la Convention de Rio. Mais il faudrait aller plus loin. Par exemple, il y a des gens qui promeuvent un calculateur d'équité
qu'on mettrait au fameux NDC, aux contributions nationales déterminées que chaque pays doit envoyer, c'est-à-dire chaque pays envoie sa contribution. Bon, mais est-ce que c'est la même chose de dire je vais réduire mes émissions de 10% pour le Bénin ou pour la Norvège? Bon, bien sûr que non, parce que tout simplement, les pays n'ont pas le même niveau de richesse. Donc, il y aurait un calculateur d'équité, c'est quelque chose qui est là. Et en plus, si vous voulez, vous avez cette idée de justice climatique. La justice climatique, elle a deux sens. Elle a un premier sens qui est la justice climatique par rapport à je dirais, ces responsabilités communes mais différenciées, donc justice climatique mondiale. Mais il a aussi un sens de la justice au sens justice internationale ou de tous les pays, c'est-à-dire ce qu'on appelle les procès climatiques. Et ces procès climatiques, c'est très intéressant parce que c'est des procès qui, à partir des engagements non contraignants de l'accord de Paris, vont, à travers le droit, les rendre contraignants. L'histoire de Notre affaire à tous, du procès Notre affaire à tous, c'est exactement ça. Et dans un premier temps, toutes les jurisprudences, et en particulier celle du Conseil d'État en France, ont considéré, alors, vous ne pouvez pas condamner un État ou une entreprise parce qu'elle ne respecte pas des objectifs non contraignants, parce que les cours ne respectent que le droit écrit contraignant. Mais de plus en plus, le Conseil d'État, par exemple, considérait que lorsqu'une entreprise ne respectait que très peu ses engagements, mais en plus avait pris des engagements tout à fait tonitruants, en disant « moi je vais faire ça, moi je suis formidable », enfin faisait du greenwashing, et bien le Conseil d'État malicieusement disait d'autant que l'entreprise s'était engagée à, etc. Donc ça, c'est le début. Et maintenant, la brique d'après, c'est-à-dire la brique d'aujourd'hui, avec Notre affaire à tous, avec le procès Grande Sainte, etc., c'est que, en l'occurrence, la notion de trajectoire, c'est-à-dire de trajectoire vers la neutralité du carbone, la trajectoire d'abaissement des émissions est considérée comme une notion de politique publique qui doit être respectée. Et donc, c'est en fait une justice climatique interne à chaque État, fondée sur des engagements internationaux, comme par exemple, nous sommes obligés de respecter le droit européen écrit. Donc, c'est tout à fait considérable. Ça va être l'histoire de votre génération. Vous allez être acteur de ça. Vous l'êtes d'ailleurs, parce que vous êtes en tout du mouvement qui, comment dirais-je, appuyez l'ensemble des mouvements, comment dirais-je, des procès et des ONG. Il va falloir se demander si les actions entreprises ne vont pas totalement mettre à l'écart, et c'est toute l'histoire des Gilets jaunes, une partie de la population. Et là, il faut quand même l'avoir à l'esprit. Moi, je pense que le combat des années à venir, c'est résilience ou radicalité. Il y a des gens qui disent, ils ont raison au niveau scientifique, que la situation climatique est tellement grave qu'il faut introduire des mesures radicales, mais il y a d'autres gens qui disent, et c'est le sens du titre que le gouvernement a pris, en fait, climat et résilience pour le projet de loi, eh bien, que la résilience, en fait, ce fameux mot, c'est-à-dire une sorte d'adaptation, même si adaptation et résilience, c'est un peu différent, eh bien, la résilience, c'est-à-dire le peu à peu, doit être acceptée. Sans ça, une partie de la population sera dans la compréhension et dans la révolte, et si elle est dans la révolte, ça retardera l'action climatique. Donc, il faut bien voir que ces choses-là sont extrêmement subtiles et que les pouvoirs publics ont des voies étroites. Pour conclure, je voudrais dire deux sortes de choses. Premièrement, vous avez dans la diplomatie climatique des non-dits. Par exemple, les réfugiés climatiques. Alors, dans les années avant Copenhague,
on voulait tous un statut du réfugié climatique. Et puis, on nous a expliqué après qu'il ne fallait pas de statut parce que les réfugiés climatiques, ils préféraient se réfugier dans leur propre pays, autrement dit, quitter le rivage où la mer monte ou les espaces de sécheresse pour aller dans les villes et qu'il n'y avait pas tellement de problème de statut. Je pense que c'est une vision à courte vue. Il y a déjà dans tous les mouvements de réfugiés très importants qu'on voit aujourd'hui des réfugiés climatiques, mais il faut bien dire qu'aucun texte n'organise ces réfugiés climatiques. Les textes les citent, c'est tout. Deuxième élément, les conflits environnementaux. Ça fait partie d'un non-dit. Vous avez déjà des conflits environnementaux. Il y a toute une thèse, par exemple, qui dit que la Syrie, c'est déjà un conflit environnemental. Vous avez les conflits autour de l'eau. Vous avez les conflits des populations qui sont en proie à la sécheresse, etc., de plus en plus importantes. Et vous aurez des guerres du climat, ça c'est clair. Mais là, on n'en parle pas. Et c'est très important par rapport au mot diplomatie environnementale, parce que la diplomatie climatique, ayant été finalement considérée comme une diplomatie à côté, elle refuse de voir le fondement même de la diplomatie, c'est éviter la guerre. Alors, est-ce que ça va changer? Je le pense, et je vous dirai pourquoi en terminant. La démographie, alors ça c'est quelque chose, c'est le non-dit total de la diplomatie climatique, tout simplement parce que c'est le problème de l'empreinte carbone, c'est le problème de la charge de la Terre, etc. Nous sommes 8 milliards, on va être bientôt 9, et ça veut dire que beaucoup disent que nous sommes trop d'humains et que, en l'occurrence, notre espèce domine trop les autres et par conséquent, les équilibres écologiques sont rompus. D'autres disent qu'il y a trop d'humains riches, bon, et que justement le niveau de vie des humains riches entraîne le fait que les pauvres, qui sont en plus plus nombreux, sont encore plus pauvres que si les riches étaient moins riches. Bien, ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans la diplomatie climatique. Les conférences sur la démographie ont lieu tous les 10 ans, de manière, à mon avis, qui vont se faire extrêmement rares, puisque la montée, quand même, le poids des pays musulmans fait qu'on ne peut pas parler de démographie, puisque exactement comme dans la religion catholique, il y a encore 7 siècles, un enfant est un don de Dieu et donc on ne doit pas entraver la volonté de Dieu. Les seules politiques qui existent, ce sont des politiques de contrôle des naissances qui marchent assez bien en Afrique. Mais, mesdames, je vous ferai donc remarquer par conséquent que ce pan énorme de la diplomatie climatique, des équilibres climatiques eu égard à la maîtrise de la démographie, reviennent uniquement aux femmes, puisque c'est aux femmes que ces politiques s'adressent. Je ne parle pas d'ailleurs simplement par de grands mots ou de grandes phrases, je parle des textes. Les textes sur toutes les conférences portant sur la démographie s'adressent aux femmes. Donc, c'est 3 non-dits extrêmement importants. Est-ce qu'il faut cependant en conclure que comment dirais-je, que cette diplomatie climatique est en essor, certes, mais modeste? Alors, première observation, moi je suis très très frappée par la montée d'un concept que nous avons essayé de promouvoir à travers le concept dont je vous ai parlé tout au début, le patrimoine commun de l'humanité. Et ce concept de patrimoine commun de l'humanité, aujourd'hui, est remplacé par le bien commun. Je pense, par exemple, en 2010, vous avez eu une conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la terre à Cochabamba, en Bolivie, à l'initiative de la Bolivie. Et il y a eu en fait un accord des peuples qui reconnaissent les droits aux écosystèmes, le droit des biens communs, etc. Vous avez toutes sortes de parutions aujourd'hui sur le bien commun. La notion de bien commun, de common goods, pour prendre l'expression anglaise, est une expression qui a été défendue, vous le savez, par la grande économiste prix Nobel Nordström. Et en l'occurrence, c'est un concept qui me paraît, à moi,
beaucoup mieux convenir à la sphère environnementale et diplomatique et surtout qui me paraît beaucoup mieux convenir que l'intérêt général aujourd'hui, parce que l'intérêt général, c'est un concept étatique. Et ce que j'ai essayé de vous prouver, c'est que aujourd'hui, je montrer, c'est qu'aujourd'hui, toute la diplomatie climatique, c'était une diplomatie où il y avait contrairement à l'espace westphalien, à l'époque westphalienne, eh bien, il y avait à la table, d'une part, la planète, ça c'est compliqué, d'autre part, la société civile dans toutes ses composantes. Voilà. Et en fait, il y a aujourd'hui la création d'un concept qui est la responsabilité civile climatique, qui remplace la sanction, en fait, puisque vous savez qu'on attend toujours le fait de savoir si le Conseil d'État va donner ou pas des sanctions à la France si elle ne maintient pas sa trajectoire. Donc, on hésite sur la sanction. En revanche, la notion de droit, qui n'est pas encore du droit international, mais qui serait un mixte droit national et droit international de responsabilité civile climatique et serait tout à fait intéressante. Donc, vous avez aujourd'hui une diplomatie de l'Anthropocène et cette diplomatie de l'Anthropocène est, comment dirais-je, une diplomatie nouvelle. Et cette diplomatie de l'Anthropocène, en fait, enfin, elle atteint le sein des saints de l'ONU, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a été saisi aujourd'hui 4 fois seulement, 4 fois, en 2007, 2011, 2018 et le mois dernier, des problèmes climatiques. C'est quand même extraordinaire. Si vous avez aujourd'hui un grand phénomène nouveau mondial international qui menace la sécurité globale de la planète avec les déplacements, avec les guerres qu'elle peut engendrer, avec les bouleversements des changements de température, avec les révoltes locales et internationales. C'est vraiment bien ça, la sécurité. Mais l'acception classique du Conseil de sécurité est qu'on ne s'occupe que de guerre et de paix entre les États. Et l'Allemagne et la Grande-Bretagne, quand elle appartenait à l'Union européenne, mais elle continue de plus belle, se sont beaucoup battus, appuyés par d'autres pays, dont le nôtre, d'accord, pour que le Conseil de sécurité s'empare aujourd'hui, de l'ensemble de ces notions. Et ça a considérablement avancé en 2021, où un groupe de travail, alors ça a l'air de rien un groupe de travail, mais un groupe de travail au Conseil de sécurité, c'est pas rien, où un groupe de travail a été créé pour qu'on suive les problèmes climatiques eu égard à la sécurité. Et je trouve que c'est le signe, un des signes les plus optimistes, si vous voulez, du changement d'époque que nous avons connu. Vous savez, 2020, ça sera quand même une extraordinaire césure. Mais les années 20 au XXe siècle ont été des années d'après-guerre, mais où finalement le XXe siècle, sortant de cette horrible guerre qui était la guerre de 14, s'est construit avec effectivement une horrible guerre après, mais a changé d'atmosphère générale. Moi, je pense que cette année 20, avec la pandémie, ça sera l'année où il y aura eu une prise de conscience des dangers que nous courons au niveau planétaire, mais aussi du fait que tous ces problèmes-là ne sont pas des problèmes d'à côté, mais sont des problèmes centraux. Le fait que, à côté de la montée de la société civile, le Conseil de sécurité, c'est-à-dire le sein des États, se préoccupe de quelque chose qui, croyez-moi, il y a encore 30 ans, était un truc pour s'amuser, un truc pour amuser les ONG, parce que c'est quand même comme ça que c'était considéré par la majeure partie des décideurs au moment de Rio, eh bien, ça prouve certes la lenteur et certes le retard que nous avons eu à nous préoccuper de ces problèmes, mais l'avenir d'une diplomatie qui est ce que j'ai appelé la diplomatie de l'Anthropocène. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un peu long, pardon.
Bettina. Il fallait que ça soit long. Il fallait qu'on ait du temps pour tout comprendre et tout faire. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Parce que pour le moment, on n'en voit pas du tout. Donc, si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez simplement vous le mettre à ce moment-là sur le chat, puisqu'il nous reste encore quelques minutes avant la fin de l'intervention. Excusez-moi, on ne peut pas écrire dans le chat, il a été bloqué. Ah, bon, bah écoutez, à ce moment-là, vous prenez la parole directement. Hein. Pourquoi il est bloqué? Donc, ceux qui ont une question à poser, le posent directement, alors. Oui, bonjour. Question un peu de détail peut-être à poser. Vous avez dit la Russie a utilisé des chiffres de crise économique pour falsifier ses chiffres d'émissions, enfin pour partir d'assez haut. Et pourtant, dans une période de crise, on voit qu'il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Justement. Oui, justement. Oui. Justement, quand vous partez de bas, quand vous partez de bas et que vous dites, écoutez, je vais améliorer ça de 15%, eh bien, ça fait beaucoup moins de gaz à effet de serre que quand vous partez de haut. Oui. Oui, merci. Oui. Voilà. Autre question ou intervention? Non? Pas forcément une question, mais une réaction. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça passionnant et ça m'a beaucoup éclairé et c'était vraiment précieux d'avoir de votre retour et comme vous avez raconté l'histoire et merci pour ça. D'accord. Merci beaucoup. Je tiens parfois, quand je suis au comité 21, mon équipe, dont certains membres peut-être sont connectés, me disent « t'attaches trop d'importance à l'histoire ». Alors d'abord, c'est un défaut de l'âge, hein, j'en suis consciente, mais je pense que comme les médias se sont préoccupés de ces problèmes extrêmement tard, ils sont intervenus sur la scène publique très tard. Et je tiens beaucoup à en faire un éclairage parce que il y a toutes sortes de difficultés, de ce qu'on appelle de blocage de conférences, etc., qui viennent justement des étapes qu'on a ratées, et donc de l'histoire. Autre intervention? Oui, j'ai une question. Est-ce qu'une justice internationale, un tribunal sur ce sujet vous semble possible à moyen terme et souhaitable? Alors, souhaitable, hautement souhaitable. J'ai fait partie, moi, de groupes de travail avec des juristes qui ont fondé beaucoup de choses. Je voudrais saluer la mémoire d'Alexandre Kiss, par exemple, qui était un juriste français, mais strasbourgeois, européen, qui a, le tribunal pénal de l'environnement. Je dois avoir dans mes archives toutes sortes de documents et nous avons essayé de le promouvoir avant la conférence de Rio. Ça a été, on s'est fait injurier par les pays en développement et ça, à la limite, je peux le comprendre parce que les pays en développement nous ont dit, alors non seulement vous n'êtes pas jugé, et très curieusement, ça revient en ce moment d'ailleurs sur la première, ça revient dans l'actualité. Non seulement vous n'êtes pas jugé pour les crimes de la colonisation, mais en plus, vous allez convoquer les États défaillants, et nous sommes parfois défaillants, faute de moyens, etc., devant des justices pénales parce que nous polluons la terre, sauf que vous avez pillé nos richesses avant. Donc, ça n'a pas du tout fait florès. En revanche, les choses évoluent. Donc, je pense que c'est souhaitable, vraiment. Et je pense que, voilà, moi, je ne le verrai pas. Allez, 2050. Tribunal pénal environnement, 2050. Je prends les paris, vous penserez à moi. On fêtera ça ensemble, Bettina. Oui, absolument. Autre question, intervention?
Bon, bah écoutez, alors on peut pas tous applaudir Bettina, parce que, ou alors vous ouvrez tous vos micros, mais vous pouvez le faire, hein, parce que je pense qu'elle le mérite. En tout cas, moi, je le fais en votre nom, ça c'est sûr. Vous avez vu voilà, ce grand panorama historique, mais aussi plein voilà, plein de perspectives. Moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je trouve que par rapport à l'accusation d'une partie de la jeunesse sur ceux qui n'ont rien fait, ou insuffisamment fait, et qui attaquent essentiellement les politiques là-dessus, je pense qu'on ne peut pas comprendre cela si on ne voit pas à quel point l'opinion n'était absolument pas réceptive aux problématiques auxquelles on avait à faire face. Et que les politiques, certes, ont un rôle d'anticipation et ils ne l'ont pas assumé. Donc là, je pense qu'il y a une vraie responsabilité historique. Mais il n'empêche que dans les années 70, où on a commencé à s'interroger sur les questions qu'on disait de réchauffement climatique, ça s'est fait quand même dans un contexte d'indifférence générale. Je rappelle qu'il y a encore 10 ans, ou même pas, dès qu'on parlait de climat, il fallait qu'on ait un climato-sceptique à côté d'un scientifique, comme si ça avait la même valeur entre une poignée de personnes qui défendaient souvent des intérêts corporatistes et des lobbies professionnels et la réalité de la science et des membres du GIEC. Enfin, il y a eu tout un mouvement qui a fait en sorte que de freiner par tous les moyens la prise en compte et les décisions politiques autour de ce sujet. Et donc la critique des jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas se faire sans prendre en compte quand même le travail, enfin le contexte dans lequel on se trouvait historiquement. Voilà. Et une fois de plus, je le dis, il y a eu les précurseurs et qui continuent les combats. Bettina en fait partie et je la remercie en votre nom de son intervention. Et soyez persuadés que son combat, comme le mien d'ailleurs, est loin d'être achevé. Et on compte aussi sur vous pour... Ah, c'est à vous. Hein? Ok. Merci Bettina, merci à vous tous et puis bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Merci madame. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.